Merci. Continuons sur l'Union européenne, puisque l'un des arguments favoris des européistes est que l'Union européenne est indispensable pour faire contrepoids à la Chine. Qu'en pensez-vous? Alors, je vois pourquoi vous me posez cette question, puisque c'est un sujet effectivement d'actualité, on va le voir dans un instant. Et c'est vrai que c'est un argument qui revient, toutes les personnes qui nous suivent le savent, c'est un argument qui revient comme une ritournelle quand nous parlons à nos voisins, à nos amis, à des membres de notre famille, à des collègues de travail, ou quand on écoute à la radio ou à la télévision. Très régulièrement, on voit quelqu'un qui dit « Oui, mais de toute façon, la France est trop petite pour pouvoir, comment dirais-je, faire face aux États-Unis et ou à la Chine. Et donc, en fait, la construction européenne est indispensable pour faire contrepoids à la Chine. » Alors, que répondre à ça? Déjà, la première réponse que vous pourriez faire, si quelqu'un vous dit ça, c'est « Attendez, je ne comprends pas très bien. La Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne et qui est grande comme la région Rhône-Alpes, se débrouille très bien, même mieux que nous, et elle est aussi confrontée à la même problématique. Et puis, c'est vrai aussi de la Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne, ni dans l'euro. C'est vrai aussi de l'Islande, avec 330 000 habitants. Et donc, d'ailleurs, il fallait se regrouper face à la Chine, tous les pays du monde devraient se regrouper, à part l'Inde, puisque la Chine a quelque chose comme à peu près 1,5 milliard d'habitants, talonné de plus en plus par l'Inde, qui doit être à peu près 1,3 milliard d'habitants. Mais à part ces deux géants démographiques du monde, tous les autres États devraient fusionner. Même à l'échelle de la Chine, les États-Unis d'Amérique seraient trop petits. Donc déjà, il faut mettre ça de côté. C'est le premier point. Le deuxième point que vous devez rétorquer aux gens qui vous disent ça, c'est de faire remarquer qu'il est tout simplement faux de penser qu'il y aurait une corrélation entre la taille d'un État, et notamment sa démographie d'une part, et son bonheur ou sa richesse individuelle. L'idée selon laquelle il faudrait être absolument un mastodonte démographique pour peser dans le monde est une idée fausse. Si l'on prend les 10 premiers États du monde en termes de démographie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh, le Nigeria, le Brésil, voilà. Si on prend ces 10 premiers États et que l'on nie les États-Unis, la Russie, et si on divise ça par le nombre d'habitants, donc un PNB par habitant moyen de ces 10 ou 15 premiers États par population. Et puis si maintenant on prend les 10 ou 15 plus petits États du monde, c'est-à-dire Andorre, Monaco, le Liechtenstein, Hong Kong, le Singapour, je sais pas moi, le Vanuatu, le Tonga, etc. Et si vous divisez ça maintenant par la population, vous vous apercevrez que le PNB par habitant des 10 ou 15 États les moins peuplés du monde est supérieur au PNB par habitant des 10 ou 15 États les plus peuplés du monde. Donc déjà, la simple observation scientifique montre que cette idée est fausse. La troisième chose également qu'il faut souligner, c'est tout simplement de renvoyer les gens qui vous disent il faut absolument que la France soit dans l'Union européenne pour qu'elle fasse contrepoids à la Chine, il faut les renvoyer tout simplement aux faits. Alors les faits, c'est le moment d'en parler parce que il y a eu la chronique vient d'être, comment dirais-je, défrayée ces jours-ci par le rachat de EDP Sciences, qui est une maison d'édition scientifique française prestigieuse, qui appartenait à 4 sociétés savantes, Société française de physique, Société française de chimie, etc. Cette maison d'édition avait été créée en 1920 par des savants français, et non des moindres, spécialistes de physique, parmi lesquels on comptait d'ailleurs un certain nombre de prix Nobel, notamment Marie Curie, Louis de Broglie et Jean Perrin, des prix Nobel français. Dans les débuts, cette maison d'édition s'était focalisée sur les travaux physiques, la recherche en matière de physique, et puis petit à petit, elle s'était élargie à tous les champs de la science, jusqu'à aujourd'hui où elle avait quand même plusieurs dizaines de publications en anglais, quelque chose d'une cinquantaine, et 17 publications en français.
cette maison d'édition avait une très bonne réputation, non seulement auprès des chercheurs français, mais aussi auprès des chercheurs du monde entier. Alors, j'utilise l'imparfait parce que cette maison d'édition a été rachetée, il y a quelques jours. L'acte d'achat final a été signé le 13 novembre par CSPM, c'est la Chinese Science, je ne sais plus quoi, qui est une maison d'édition chinoise qui est possédée à 75% par l'Académie des sciences de Chine, c'est-à-dire un organisme public. La transaction a été menée pour 12 millions d'euros. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans le monde de l'édition scientifique, il y a actuellement beaucoup de remue-ménage parce que du fait des nouvelles technologies, notamment d'Internet, du fait également de l'évolution des esprits, il y a ce qu'on appelle les sciences ouvertes, c'est-à-dire que désormais, la recherche est partagée très généralement dans le monde entier. Donc, il y a une espèce de communauté scientifique mondiale qui est en train d'apparaître. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une course au prestige, une course à l'attractivité des chercheurs entre les grandes puissances, entre les États-Unis, l'Europe et puis, nouveau venu, la Chine, qui essaie de plus en plus de mettre le pied dans le monde de la haute recherche scientifique, si possible peut-être pour avoir des prix Nobel scientifiques, mais aussi pour avoir ensuite déposé des brevets industriels dont ils pourraient bénéficier. Résultat donc des courses, c'est que les revues scientifiques sont dans une situation qui n'est pas toujours facile. La plupart se sont fait racheter par quelques grandes majors. Or justement, EDP Science était la dernière grande maison indépendante de taille raisonnable, maison d'édition scientifique, et une excellente renommée en France. Elle était en déficit. Les grandes sociétés savantes dont j'ai parlé, qui se partageaient le capital, n'avaient pas les moyens de la sauver, et donc ont été contraints à la vendre pour 12 millions d'euros, c'est-à-dire une bouchée de pain, en définitive, quand on y réfléchit, à l'Académie des sciences de Chine, qui a fait savoir aussitôt qu'elle allait utiliser cela pour développer son influence, notamment aux États-Unis et en Europe. Donc c'est un instrument d'influence que l'on vient de céder. Et bien entendu, les sociétés savantes ont publié de savants communiqués de presse pour expliquer que c'était pas grave du tout, qu'il allait y avoir des comités scientifiques où il y aurait des Français, et que si et que ça, et que les moyens qui seraient donnés par la Chine permettraient de développer la coopération franco-chinoise, etc. Il faut ne rien connaître à la pensée chinoise, il faut ne rien connaître à ce que sont les Chinois pour avoir des naïvetés comme celle-ci. J'aime beaucoup le monde chinois, j'aime beaucoup la civilisation chinoise, mais force est de connaître et de constater qu'en Chine, par exemple, le principe de propriété intellectuelle est un produit d'importation. Ça ne correspond pas au génie chinois. Le génie chinois, c'est au contraire la copie systématique. Puisque pour apprendre à écrire le chinois, on met une quinzaine d'années pour connaître les 1800 ou 2000 caractères minimaux nécessaires pour lire un journal. Et les lettrés en connaissent 10 000 ou 15 000. Ça s'étale sur toute une vie. Donc, un des principes fondamentaux de l'enseignement en Chine, renforcé par le confucianisme, c'est justement qu'il y ait de plus en plus, de forcer tous les Chinois à imiter le professeur, à copier le professeur, à se mettre à l'école de celui qui fait pour le mieux. C'est le même état d'esprit d'ailleurs au Japon avec le culte du daiichi, c'est-à-dire du numéro 1 et du sensei, le professeur. Donc, lorsque on cède un instrument d'influence, une revue scientifique aux Chinois, les Chinois vont essayer de le capter à leur profit, l'imiter pour le magnifier. On a cédé un joyau de la couronne pour 12 millions d'euros. Pour 12 millions d'euros. Je ne suis bien entendu pas contre la coopération scientifique franco-chinoise, mais il faut quand même que la France cesse ses naïvetés et conserve pour elle-même ces instruments d'influence qu'elle vend aux autres. Pourquoi les autres l'achètent-ils? Parce que justement, c'est un instrument d'influence, c'est un instrument pour faire venir des chercheurs à elle. Voilà le problème. Alors ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est que dans cette affaire, 12 millions d'euros, c'est une bagatelle, quand on pense que la France, vous le savez suffisamment, chaque année, rien qu'en coût net, verse quelque chose comme 9 000 millions d'euros à l'Union européenne sans retour, qui servent à financer la construction d'infrastructures dans les pays de l'Est, qui servent à financer également le fonctionnement des institutions européennes, la Commission, etc. Donc la France, le gouvernement français
dilapide 9 milliards d'euros, 9 000 millions d'euros chaque année dans rien qu'en contribution nette à l'Union européenne, et n'est pas fichu de dégager 12 millions d'euros, 12 sur 9 000, ça fait 0,1% de ce qu'elle verse à l'Union européenne, pour garder dans le giron français cette maison d'édition que le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur aurait dû acheter au nom de l'État pour en faire une maison d'édition nationale. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est ça qu'il aurait fallu faire. Alors, au-delà de cette affaire qui est extrêmement triste et scandaleuse, il n'est pas normal que les dirigeants français n'aient pas vu qu'il fallait qu'ils conservent cette revue, parce que la simple vente à des intérêts chinois participe par ailleurs d'un sentiment général de débandade du pays. La France est même plus capable de conserver une revue scientifique, une maison d'édition scientifique, sans la vendre aux Chinois. Et tout ça baignant dans un discours général qui est qu'il faut construire l'Union européenne pour faire contrepoids à la Chine. Mais de qui se moque-t-on ? Alors j'en profite, puisque j'en suis sur cette question, à évoquer ce qui, au cours des dernières années, va dans le même sens, c'est-à-dire que la France est en train de se faire piller par le monde entier, et en particulier par la Chine. Alors je voudrais ici faire un petit florilège de toutes ces maisons françaises, de toutes ces entreprises, de tous ces biens qui ont déjà été vendus à des intérêts chinois. Je commencerai par l'automobile, en citant le fait qu'en 2014, PSA, c'est-à-dire Peugeot Citroën, n'a pas été entièrement vendu, mais a dû ouvrir son capital au géant de l'automobile chinois Dongfeng. Dongfeng, ça veut dire le vent oriental, le vent de l'Est, qui est son partenaire avec lequel il a une usine à Wuhan. Si PSA Citroën a été obligé de faire ça, c'était d'ailleurs suite à l'affaire iranienne et des rétorsions américaines. Mais force est de constater que PSA, notre champion national automobile, a été obligé d'ouvrir son capital aux Chinois. Dans le ferroviaire, on vient d'apprendre il y a 2 jours qu'après la mise en faillite de la maison mère British Steel, qui avait eu lieu en mai, eh bien l'usine de fabrication de rails qui se trouve à Hayange, donc dans l'est de la France, vient d'être rachetée par un groupe chinois, le groupe Jingye. Tout le monde a à l'esprit, du moins les gens qui m'écoutent régulièrement, l'affaire de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, que notre cher Macron national, lorsqu'il était ministre, avait piloté la vente en avril 2015, la vente de 49,99% par l'État de la société de gestion de l'aéroport de Toulouse-Blagnac à un consortium chinois qui réunissait le groupe étatique chinois Shandong High Speed, le fonds hongkongais Friedman Pacific, tous deux s'étant associés dans une holding qui s'appelait Casil Europe, dont le président était un certain Mike Poon. Alors on a eu l'occasion d'en parler, je fais ici un petit arrêt, simplement pour rappeler que Mike Poon s'est révélé comme étant quelqu'un de très peu fréquentable, qu'il avait d'ailleurs disparu, qu'on a retrouvé sa trace aux Bahamas, que tout ceci sans l'argent sale à plein nez, et qu'ensuite il a voulu faire une opération pour licencier du monde et en fait réaliser des actifs et essayer de revendre le tout à des prix beaucoup plus élevés. Cette affaire de l'aéroport, de la cession de l'aéroport de Toulouse, Blagnac, est un véritable scandale. Autre rachat dont on a beaucoup parlé, ce sont les terres céréalières. Le conglomérat chinois Reward Group en particulier a acheté environ 3000 hectares de terres céréalières dans l'Indre et dans l'Allier entre 2014 et 2017 pour y cultiver du blé bio. L'objectif est d'ailleurs de créer une chaîne de boulangeries de type français en Chine. On a appris d'ailleurs ces jours-ci que le groupe a fait faillite en juin 2019. Il n'en demeure pas moins que le groupe a fait faillite, mais que c'est ce groupe qui possède donc des intérêts chinois, qui possède ces 3000 hectares de terres agricoles en France. Sachant bien entendu, je me permets de le rappeler, que l'inverse n'est pas possible. Aucun investisseur français ne peut acheter des terres en République populaire de Chine. Après les terres céréalières, passons aux vignobles. Les vignobles français sont la cible d'innombrables investissements de milliardaires chinois. On estime aujourd'hui qu'il y a au moins 165 châteaux et domaines qui sont désormais contrôlés par des investisseurs chinois, dont plus de 150 châteaux et domaines dans le Bordelais. En 2015, un domaine du Languedoc est passé pour la première fois sous pavillon chinois. À peu près à la même époque, on a eu également le château de Gevrey-Chambertin qui a été vendu à un magnat hongkongais.
En novembre 2019, donc c'était hier, le groupe Unicoop, qui est présent notamment en Charente-Maritime et en Charente, a annoncé qu'il venait de céder son cognac de prestige, le Prince Hubert de Polignac, à un groupe chinois, Asia Turbo International Limited, qui est basé à Hong Kong et qui est dirigé par un certain Tenjie Wu. Alors certains diront oui, très bien, mais si on vend une maison de cognac à des intérêts chinois, de toute façon ils vont pas partir avec les vignes sous le bras et donc ce sont les actionnaires, mais la maison elle est toujours là. Oui, on peut dire ça, mais d'abord on ne sait pas l'utilisation que le propriétaire chinois va faire de ces vignes. Finalement, il est capable de faire tout ce qu'il veut, y compris d'ailleurs de commercialiser un produit en Chine dont j'ai rappelé qu'il respectait peu la propriété intellectuelle, et qu'il peut baptiser éventuellement des cognacs chinois, faire des mélanges avec des productions chinoises, on ne sait pas. Il peut dénaturer la production française, il peut en faire ce qu'il veut, quitte d'ailleurs à ne pas vendre ça sur le marché français. Il peut aussi faire du détournement de trafic au profit des Chinois. Et puis de façon plus générale, ce que je voudrais faire remarquer, ce que je viens de dire à l'instant, c'est que l'inverse n'est pas vrai. Ceux qui estiment que finalement il n'y aurait pas malice à voir un des symboles même de l'art de vivre français qui passe dans des mains chinoises devraient quand même se poser la question pourquoi les Chinois refusent de voir certains des symboles de l'art de vivre chinois passer sous des intérêts étrangers, notamment des intérêts français. J'ai déjà maintes fois expliqué que, par exemple, si une entreprise française voulait acheter un des grands jardins de thé chinois que l'on voit du côté de la ville de Hangzhou, le jardin du thé du Puy du Dragon, le Langjingcha, ou bien d'autres, ou des thés dans le Yunnan, dans le sud de la Chine, réputés pour l'excellence de ces thés, ou des thés de Kimun, ou des thés de Hanhui, eh bien, ils ne le pourraient tout simplement pas. C'est le problème de l'ouverture asymétrique des réglementations et des marchés, sur lesquels j'ai parlé récemment dans un petit entretien que j'ai fait récemment sur la question du libre-échange et sur cette ouverture asymétrique des marchés. Pour en rester à la Chine, eh bien, c'est dans l'agroalimentaire et dans le lait que les Chinois sont de plus en plus présents. Le géant agroalimentaire chinois Shuanghui a racheté des marques très connues du grand public français, des marques de saucissons comme Aoste, Justin Bridou et Cochonou, qui sont désormais des propriétés chinoises. Ce groupe a racheté via l'américain Smithfield Foods. Au début de l'an dernier, au début de 2018, un consortium mené par les Chinois, l'entreprise Fosun et l'entreprise Sanyuan, a racheté les margarines Saint-Hubert. Les usines de lait destinées au marché chinois se multiplient en France. En juin 2015 a été inaugurée dans le Calvados à Isigny-sur-Mer, une usine financée au tiers par l'entreprise hongkongaise H&H. Et puis le chinois Sinutra a répliqué en lançant en 2016 à Carhaix, dans le Finistère, la plus grande laiterie d'Europe, sachant que la coopérative bretonne Sodial ensuite a racheté le 12 mars une partie de ce site. Laissons là l'agroalimentaire, passons maintenant au domaine du luxe. Le parfumeur Marionneau, les magasins Marionneau de distribution de parfums, a été repris en 2005 par le milliardaire hongkongais, l'une des très grandes fortunes, décédé l'an dernier, le fameux Li Ka-shing. En février 2018, le conglomérat Fosun a acquis la majorité de la maison de couture Lanvin, qui était la plus ancienne maison de couture parisienne encore en activité. J'ajoute que la griffe Sonia Rykiel ou que le chausseur Robert Clergerie sont également désormais passés sous le contrôle chinois du hongkongais Li Hanfeng. En matière d'énergie, en 2011, GDF Suez a cédé 30% de sa branche d'exploration-production au fonds souverain chinois CIC pour 2,3 milliards d'euros. En matière de tourisme, le Club Méditerranée des frères Trigano, le Club Med, a été racheté en février 2015 par le conglomérat chinois Fosun, celui-là même qui a déjà fait les emplettes que j'ai relevées précédemment. En matière d'hôtellerie, puisqu'on en est dans les services et le tourisme, le groupe des hôtels du Louvre, Louvre Hotels Group, comme il se fait maintenant appeler en américain, qui a des marques d'hôtels assez connues des voyageurs fréquents, de ceux qui se déplacent beaucoup en province, les commerciaux, les voyageurs représentants, etc., comme les marques comme Campanile,
la chaîne Kyriade ou bien la chaîne Première Classe, eh bien, toutes ces chaînes d'hôtels en France ont été rachetées par le conglomérat Jinjiang, qui lui-même est contrôlé par une organisation publique, c'est-à-dire la municipalité de Shanghai. Enfin, comme de même que l'Émirat du Qatar a racheté le Paris Saint-Germain, eh bien, le club de foot de Sochaux-Montbéliard, le FC Sochaux-Montbéliard, a été cédé à 100% à la société chinoise Ledus. Voilà un petit panorama des rachats faits par des intérêts chinois au cours des dernières années. Vous voyez bien que l'idée selon laquelle la participation de la France à l'Union européenne permettrait de faire contrepoids à la Chine est un bobard éhonté. Et pourquoi c'est un bobard ? D'une part parce qu'il y a, je le répéterai toujours et sans cesse, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit tous les contrôles aux échanges de mouvements de capitaux. C'est-à-dire que si un Chinois veut racheter l'an 20 et qu'il met l'argent nécessaire sur la table, l'État n'a pas la possibilité qu'il avait encore il y a quelques décennies, avant le traité de Maastricht, de dire non. Voilà, c'est interdit aux étrangers. Certains pourront dire bah oui, mais c'est la vie du monde contemporain. Je dis non. Je l'ai déjà montré précédemment parce que l'inverse n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas racheter comme vous le voulez des entreprises en Inde, au Vietnam, en Chine, etc. parce que ces pays, qui d'ailleurs sont les pays qui se développent le plus au monde, le plus rapidement, justement, ont conservé leur contrôle des mouvements de capitaux. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ce sont les contraintes budgétaires considérables fixées par l'Union européenne qui font que les pouvoirs publics n'ont jamais 3 francs 6 sous. Et ils sont obligés de mettre toute leur marge de manœuvre budgétaire pour financer les autres pays de l'Union européenne. Et puis eux, c'est constamment les restrictions budgétaires. On l'a vu dans le cas de cette malheureuse maison d'édition scientifique de haut niveau, EDP Science, que la France a laissé passer. Probablement, les dirigeants français ont estimé qu'ils n'avaient pas les 12 millions d'euros nécessaires pour pouvoir la sauver. Voilà pourquoi notre appartenance à l'Union européenne, loin de faire contrepoids à la Chine, au contraire sert les intérêts chinois. J'y ajoute que pour que l'Union européenne fasse contrepoids à la Chine, il faudrait que tous les États de l'Union européenne aient les mêmes intérêts. Il faudrait par exemple que le Luxembourg ait des entreprises industrielles qui nécessiteraient d'être protégées contre les appétits chinois. Ils n'en ont pas. En revanche, le Luxembourg, lui, tire une partie significative de sa richesse de toute l'activité financière et qu'il est important de développer justement avec les échanges avec la Chine. Donc les intérêts du Luxembourg sur le dossier chinois sont exactement l'inverse des intérêts français. J'ajoute que lorsque l'on voit tous ces États du sud de l'Europe, comme la Grèce ou bien le Portugal, auxquels la Commission européenne exige de vendre des actifs publics, de privatiser, c'est d'ailleurs le cas pour la France, eh bien quand on privatise, eh bien on s'adresse à ceux qui ont de l'argent dans le monde, bien entendu. Et donc qui est-ce qui rachète des biens publics privatisés en Grèce, au Portugal, en Italie? Eh bien ce sont notamment les intérêts chinois. Je précise d'ailleurs au passage que l'Italie a passé un accord avec le gouvernement chinois sur le projet des fameuses routes de la soie. Et ce que certains stratèges euro-atlantistes voient avec beaucoup de défaveur parce qu'ils y voient une tentative d'infiltration et d'influence en Europe de la Chine. Bien sûr que c'est de ça qu'il s'agit. De la même façon que lorsque l'Académie des sciences de Chine rachète la maison d'édition EDP Science en France, elle a annoncé la couleur, c'est pour développer son influence, bien entendu. Mais comment est-ce qu'on pourrait empêcher la Chine, qui est le plus grand détenteur de liquidités au monde, compte tenu des excédents commerciaux abyssaux, géants qu'elle a engrangés, notamment sur les États-Unis d'Amérique depuis des années et des années. Donc désormais la Chine est le plus gros détenteur de liquidités au monde, en dollars notamment. Comment pourrait-on l'empêcher de prendre des positions de plus en plus avantageuses et de plus en plus d'influence en Europe, puisque par ailleurs, l'article 63 interdit qu'on ne fasse obstacle au rachat des biens qui se trouvent en Europe lorsqu'ils sont vendus, puisque on ne peut pas s'opposer à la libre circulation des mouvements de capitaux. Voilà, conclusion. Ceux qui disent aux Français que la construction européenne a vocation à faire contrepoids à la Chine mentent effrontément. On en a encore eu un exemple il y a quelques jours, je crois,
On a vu M. Jean-Christophe Lagarde de l'UDI claironner cela dans je ne sais plus quelle émission de télévision en disant « Heureusement que l'Union européenne est là pour faire contrepoids à la Chine. Vous rendez la France est tellement petite par rapport à la Chine. Arrêtez de croire. Ce sont des bobards éhontés. Le pire d'ailleurs, c'est que ceux qui les profèrent ne se rendent peut-être même pas compte qu'ils disent une énormité et en fait une imbécilité. »